Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première table ronde de la matinée de Demain l'agriculture. Olivier a bien présenté le débat, la parole aux politiques aujourd'hui, et maintenant la parole aux experts. La question du jour, c'est la souveraineté agroalimentaire. On l'a vu dans leur première table ronde, les chiffres montrent que l'excédent commercial français sur ce front se dégrade. En même temps, on a réussi à se nourrir l'an dernier. Donc on a à la fois une situation qui se dégrade sur le front de la production, et on a en même temps une situation qui n'est pas si catastrophique que ça. Pour parler de ce sujet, 4 experts autour de moi, 2 ici et 2 à distance. Je vais vous les présenter rapidement. Pascal Lamy, qui a été de 2005 à 2013 à la tête de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et qui est aujourd'hui à la tête du Forum de la paix et à l'Institut Jacques Delors à Bruxelles. À distance aussi, Sébastien Habis, qui est le directeur du Club Déméter, un spécialiste de toutes les questions agricoles et agroalimentaires. Et à côté de moi sur le plateau, Philippe Chapuis, qui est le directeur de l'agroalimentaire au Crédit Agricole. Et à ma droite, Baptiste Bagnier, qui est associé chez PwC, en charge, entre autres, des questions d'agriculture, d'agrobusiness et du monde coopératif. Avant de se lancer dans un débat pour que vous puissiez chacun donner votre point de vue sur cette question de la souveraineté agroalimentaire, je vais passer la parole à Baptiste pour objectiver en quelque sorte le débat. Un consultant qui nous présente quelques slides, c'est normal, mais elles ne seront pas trop longues. L'idée, c'est d'avoir des chiffres pour regarder dans quelle situation on est aujourd'hui, comment fonctionne cette agriculture française, notre agrosystème, et est-ce qu'effectivement la situation évolue dans un sens positif ou négatif. Baptiste. Oui, bonjour. Donc effectivement, je proposais de reposer quelques chiffres liés à cette chaîne de l'agroalimentaire. Donc j'ai repris ici les chiffres en fait issus des douanes qui donnent les éléments d'import et d'export sur l'intégralité de la chaîne agroalimentaire, ce qui comprend aussi bien toute la partie intrant, c'est-à-dire le machinisme agricole, les engrais, les semences et ainsi de suite, toute la production de produits bruts issus de l'agriculture ou de la pêche, et puis également toute la partie transformation. D'accord. Ce dont on se rend compte, en fait, c'est que finalement, les imports ont effectivement augmenté depuis 8 ans maintenant, d'à peu près 20% sur la période. Mais les exports également ont augmenté d'à peu près 10% sur la même période. Alors c'est dur parce que vous n'avez pas le retour, vous n'avez pas le slide sous les yeux. Non, c'est bon, je l'ai. Ok, d'accord. Je vous remercie. Donc effectivement. Et puis en haut, on retrouve toute la balance, l'excédent. Alors ça reste un excédent, mais c'est effectivement un excédent qui a perdu 35% depuis 2012. Après, dans ces exports, effectivement, on a les vins, les spiritueux, le champagne, le cognac que tout le monde connaît bien, on a les céréales, on a des éléments importants, mais néanmoins, ça reste une part minoritaire, on va dire, de nos exports. Donc oui, on exporte aujourd'hui également de façon significative. Alors, si maintenant on rentre un peu dans ces imports, dans ces 60 milliards d'imports sur l'ensemble de cette chaîne, donc j'ai repris ici à gauche les grandes catégories de produits. Et on se rend compte que côté intrant, on importe beaucoup de machinisme agricole, notamment de tracteurs, d'accessoires. Et finalement, c'est plus de 4 milliards d'euros par an, donc quelque chose d'assez significatif. Au-delà, également des engrais ou des produits de protection. Côté produits bruts, on importe évidemment beaucoup de légumes, de melons, notamment de pays limitrophes. Et puis côté transformation, qui représente à eux seuls quasiment en fait les 2/3 de nos imports, on importe de la viande, beaucoup de viande, c'est effectivement des sujets dont on parle régulièrement, mais on importe également des choses qui viennent de pays un peu plus lointains, du thé, du café, du cacao, et puis on retrouve ici également toute la partie huile, tourteau, dont on entend régulièrement parler. Donc oui, on importe 60 milliards d'euros à peu près par an, mais voilà comment ça se répartit. Après, si on regarde également les pays, et c'est ça qui est intéressant d'où on importe, quand on prend le top 5 des pays d'où viennent nos importations, qui représentent à eux seuls quasiment 60% en fait des imports, et c'est significatif, en fait, ce sont des pays de l'Union européenne, proches, voire en fait limitrophes de la France. Allemagne, Espagne, Belgique et ainsi de suite. Donc on est finalement, dans ces cas-là, plutôt sur des logiques de flux, en fait, où certes on importe, mais on exporte également chez eux, et c'est souvent plutôt une logique d'optimisation logistique, ou dans certains cas de spécialisation de certains pays sur certains types de produits, ou certaines gammes de produits avec des pays limitrophes. Donc oui, au global on importe, mais on importe beaucoup aussi auprès de pays vraiment très proches. Au sein de l'Europe. Donc donc la question que vous me posez, la question de la souveraineté, est-ce qu'elle mérite d'être posée? Évidemment oui, et je pense que la crise de l'année dernière a bien montré que si l'agriculture avait une vraie résilience et a su tous nous nourrir quand même, notamment durant le premier confinement où cette question était importante, on a eu des ruptures, on a eu des questions qui ont été posées à ce moment-là, donc oui, la question a vraiment beaucoup de sens. Alors peut-être pour approfondir le sujet, une des façons, c'est de reprendre en fait les conclusions d'une étude que nous avons fait l'année dernière, depuis l'été dernier en fait, avec
avec le Conseil national des achats, France Industrie, la DGE et un certain nombre d'entreprises qui visaient à identifier les catégories les plus propices et prioritaires à des logiques de relocalisation ou de localisation quand on parle de nouvelles filières. Et en fait, toute l'approche là-dessus a été, j'ai repris les critères, a été d'intégrer au-delà des montants bruts, qui ont certes du sens, mais qui ont des limites, également d'autres critères comme est-ce que le maillon en question est un élément critique en fait pour toute une chaîne agroalimentaire? Quelle est la part en fait de ces imports par rapport à la demande globale? C'est évidemment pas la même chose si on importe 5% de ses besoins que 95% de ses besoins. Et puis également, d'où viennent ces importations? Est-ce que ça vient d'un pays limitrophe, proche, avec un risque peut-être limité, ou est-ce que ça vient d'une destination plus lointaine? Et peut-être qu'on n'a pas le choix sur on va dire, les origines de nos imports. Donc je ne vais pas redétailler les différentes catégories, mais ce qui était intéressant, c'était qu'il y a quand même deux grands cas qui apparaissent en fait. Le premier, c'est vraiment une logique de risque. C'est vraiment une logique on est sur des chaînes de valeur parfois qui sont complexes, qui sont longues. Et certes, on ne construit pas des fusées, mais si on n'a pas de pièces de rechange pour le tracteur, si on n'a pas de produits sanitaires vétérinaires, pardonnez-moi, pour les animaux, si on n'a pas tout simplement d'emballage pour la farine, ça avait fait débat, et bien finalement, c'est toute une chaîne qui peut être paralysée. Donc, identifier ces zones de risque et arriver à sécuriser l'approvisionnement, soit en relocalisant une partie, soit en sécurisant ces approvisionnements, est évidemment une question clé. Et je pense que les différents plans protéines qui ont été lancés depuis quelques années, c'est aussi cette logique de gagner en indépendance sur le sujet de la nutrition animale, par exemple. Le deuxième cas, c'est que, en lien avec l'innovation, mais aussi en lien avec nos changements d'habitudes alimentaires, en fait, nos besoins évoluent, les productions évoluent, et certains domaines, finalement, qui étaient assez peu critiques ou qui sont assez peu identifiés comme assez peu significatifs, on va dire, montent en puissance et deviennent critiques pour les consommateurs. On peut par exemple donner l'exemple des productions bio, qui sont fortement montées en puissance ces dernières années avec une explosion de la consommation. Alors la production a suivi, clairement. Pour autant, à certains moments, sur certains types de produits, c'est plutôt l'import qui a répondu à cette demande plutôt que des produits français. Et on pourrait parler aussi des légumineuses, on pourrait parler des emballages aussi, qui sont un sujet un peu connexe, mais où il y a des vrais changements technologiques en cours. D'accord. On va revenir sur tous ces points que vous avez commencé à soulever. Je voudrais passer la parole peut-être à nos invités qui sont à distance, et puis après Philippe sur place aura l'occasion de réagir. Pour poser un petit peu le débat, Monsieur Lamy, vous avez été, je l'ai dit, longtemps à la tête de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, vocation ouvrir, favoriser le commerce, les échanges internationaux. Aujourd'hui, on parle de souveraineté. Derrière, il y a aussi un petit peu la notion de, finalement, un monde qui veut être peut-être plus protectionniste. Est-ce que, sur ce débat sur la souveraineté, vous trouvez qu'il est légitime? Est-ce qu'il vous interpelle? Est-ce que vous trouvez qu'on a raison aujourd'hui de se poser la question à l'échelle française, et après on ira sans doute à l'échelle européenne, sur la question de la souveraineté d'une manière générale? Bon, je suis assez réservé sur cette notion de souveraineté alimentaire qui évoque je ne sais quelle autarcie et qui me paraît plutôt être une sorte de mythe hérité des frayeurs ancestrales quand il y avait des famines et des disettes. Je suis par contre plus en accord avec une notion de sécurité alimentaire qui veut dire que on doit avoir une nourriture de bonne qualité, disponible et abordable, ce qui, en règle générale, implique des échanges internationaux ouverts. Et d'ailleurs, la crise Covid, dans laquelle nous ne sommes pas encore sortis, a montré que de ce point de vue-là, les chaînes d'approvisionnement alimentaire étaient finalement très résilientes. Il y a eu très très peu de pertes, à la différence de ce qui s'est passé dans l'industrie ou dans les services en matière d'équipements médicaux ou même maintenant de semi-conducteurs. Alors, cela étant dit, je ne pense pas, et depuis longtemps, qu'on puisse prêter au secteur agroalimentaire les mêmes vertus qu'en matière d'industrie ou de services à la division internationale de travail pour un certain nombre de raisons. Il n'empêche que si la souveraineté alimentaire veut dire le protectionnisme, ou chacun chez soi, c'est une notion avec laquelle je ne suis pas d'accord, et je la trouve même assez dangereuse parce que
ça ne peut pas être le principe directeur d'une stratégie agroalimentaire française ni européenne, qui doit répondre dans l'avenir à d'autres défis, à d'autres nécessités, que cette notion de souveraineté alimentaire risque en quelque sorte, à mon avis, de masquer, d'obscurcir. Le vrai sujet pour l'avenir, et j'en termine par là, c'est de développer un modèle européen et donc français et donc européen, basé sur la qualité, basé sur la valeur ajoutée, et qui entre enfin de plein pied dans la transition écologique, ce qui pourra justifier certaines protections à la frontière de l'Union, comme ça a souvent été le cas, mais plutôt de l'ordre des modes de production, des pratiques agricoles, de l'impact des activités agricoles sur l'environnement. Et il me paraît clair que nos producteurs, nos transformateurs ne doivent pas être pénalisés par rapport à d'autres producteurs mondiaux, et vice-versa, par des normes de qualité environnementale qui vont inévitablement augmenter. Et à mon avis, la grande question, c'est, si l'on admet que c'est ça le vrai sujet, comment faire avec les agriculteurs, avec la profession agricole, pour mettre au point un modèle qui effectivement permette des échanges ouverts et, si possible, équilibrés. Je m'éloigne donc un peu de cette notion de souveraineté alimentaire telle qu'il me semble que vous l'entendez. Mais je pense qu'on va en reparler. Effectivement, l'impact des normes, l'impact sur les prix, ça fera partie du débat. Une deuxième question, Monsieur Lamy, avant de passer la parole à Sébastien Habis. Quand vous étiez à la tête de l'OMC, l'agriculture a toujours été un sujet un petit peu à part. Ça a toujours été un sujet dans lequel il y avait des tas de règles spécifiques. Attention, accord de libre-échange, mais on faisait attention pour les produits agricoles. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une plus grande sensibilité encore sur ces sujets, ou est-ce que finalement, c'est une question spécifique qui s'est toujours posée, une question qui s'est toujours posée, ou est-ce qu'il y a une plus grande sensibilité aujourd'hui autour de cette thématique quand on parle de l'alimentation ? Une bonne question. C'est une question qui s'est toujours posée parce que, comme je viens de le dire, on ne peut pas prêter les mêmes vertus à l'ouverture des échanges, à la division internationale du travail, à la spécialisation, en matière de production agricole qu'en matière de production industrielle ou de services. Pour des raisons dans lesquelles on n'a pas le temps de rentrer, qui tiennent au fait qu'il y a des aléas climatiques, que quand vous avez planté un champ, vous ne pouvez pas changer en milieu de saison sous prétexte que la demande des consommateurs a changé, parce que la mobilité du capital essentiel qui est la terre n'est pas assurée comme elle l'est en matière d'industrie ou de service. Donc il y a des tas de raisons pour lesquelles ça ne marche pas de la même manière, même si il y a un principe de toujours qui est que la sécurité alimentaire implique des marchés internationaux aussi profonds que possible, ne serait-ce que pour que ces aléas, ces tensions, ces chocs qui sont tout à fait spécifiques à l'agriculture n'entraînent pas des évolutions de prix trop tendues. Bon. Ça a toujours été vrai, ça reste vrai. Ce qui a changé, pour répondre à votre question, c'est que la sensibilité des questions agricoles devient de plus en plus une sensibilité environnementale. Le débat se porte de plus en plus sur est-ce que les pratiques agricoles que nous avons héritées du passé sont compatibles avec la transition écologique, et en gros, la réponse est de plus en plus non. Et nous savons que par rapport à d'autres secteurs de l'économie française et européenne, le secteur agroalimentaire doit entrer, peut-être plus tard que l'électricité, peut-être que plus tard que les voitures, peut-être plus tard que les déchets, mais dans une transformation écologique qui traite les questions de dégénération des sols, qui traite les questions d'effluents, qui traite les questions d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, il va y avoir de nouvelles sensibilités qui vont justifier probablement un traitement particulier de l'agriculture. On parle d'ajustement carbone à la frontière pour l'acier, l'aluminium, le ciment. Le jour où l'agriculture va rentrer de plein pied dans la transition écologique, évidemment, cette question va se poser, mais comme vous le voyez, c'est une sensibilité un petit peu différente de celle qui concerne la concurrence de producteurs. On a d'ailleurs déjà un peu eu ça dans le passé. Souvenez-vous du débat, et je m'en souviens très bien, du temps de Delors à Bruxelles, du débat sur la taille des cages des poules pondeuses. C'est vrai que, disons, quand les Européens ont commencé à mettre des normes
de bien-être animal sur la taille minimum des cages de poules pondeuses, il y a eu des distorsions vis-à-vis de l'échange international qui ont posé des problèmes. C'est ce qu'on aura de plus en plus dans l'avenir. Il faut s'y préparer et il faut bâtir un modèle qui corresponde, et j'ai entendu tout à l'heure un plaidoyer que j'ai trouvé très convaincant de la part de votre interviewé sur la nécessité de faire coexister la diversité dans le système agricole, du point de vue de la production, du point de vue de la consommation. L'avenir, à mon avis, il est là et pas dans une espèce de gosse plan qui mettrait tout le monde au carré. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la PAC au cours des dernières décennies. Et donc, je crois que là, ça doit changer. Merci Monsieur Lamy. On reviendra vers vous donc un peu plus tard dans le débat, peut-être pour à la fois des mots de conclusion, mais on a encore du temps devant nous. Vous pourrez réagir aussi si vous le souhaitez, même si à distance c'est forcément un petit peu plus difficile. Je me tourne vers Sébastien Habis du Club Déméter. Sur la même question qui est celle de la souveraineté alimentaire, est-ce que, et je poserai ensuite la même question à Philippe qui est sur le plateau à côté de moi, est-ce qu'on a raison de se poser la question et est-ce qu'on se pose bien la question aujourd'hui ou est-ce que le débat est un peu trop biaisé selon vous ? Écoutez, moi je crois que c'est important que n'importe quel pays aujourd'hui, à n'importe quelle époque, se pose la question de son alimentation et de sa sécurité autour de l'alimentation. J'aime à rappeler que l'alimentation est à la fois indispensable pour tout le monde, sur tous les continents et tous les jours. Donc tout comme la santé, c'est un sujet absolument central pour notre sécurité individuelle et collective. Et donc il est tout à fait légitime que cette question soit systématiquement posée. Le problème, c'est précisément quand elle n'est plus posée ou quand elle peut être oubliée, soit par des décideurs, soit par des médias, ou pire, par la société qui considérerait que ce n'est plus un secteur ou une question importante sur laquelle il faudrait investir, sur laquelle il faudrait soutenir et sur lequel il faudrait être vigilant. Alors, ces derniers mois, on a vu parler de souveraineté parce qu'on est dans un temps émotionnel et sanitaire qui tend à renforcer parfois des pratiques un peu localistes, un peu nationalistes, et je rejoins pleinement ce qu'a dit Pascal Lamy. La souveraineté peut être un concept dangereux si précisément il est instrumentalisé à des fins nationalistes et de repli sur soi. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus plaidé, moi, pour qu'on parle de souveraineté alimentaire solidaire, au sens où un certain nombre de géopolitologues l'ont exprimé depuis 20-30 ans dans plein de questions, d'ailleurs, mais de rappeler que l'alimentation, l'agriculture, c'est la paix, c'est les solidarités, c'est le développement dans le monde. Et donc, nous avons besoin de produire en France, nous avons besoin de produire en Europe, nous avons besoin d'être solidaires de nos territoires, de nos diversités de production, ça vient d'être dit, solidaires des qualités de production qui sont proposées en France ou en Europe et d'être du coup conscient que si certaines productions sont de meilleure qualité, elles ont peut-être un prix supérieur et on voit bien tout le problème du consentement des citoyens à payer plus cher une nourriture de meilleure qualité qui répondent à leurs propres aspirations. Donc c'est ces cohérences qui, me semble-t-il, doivent être posées. Mais j'ai beaucoup plaidé pour une souveraineté alimentaire solidaire parce qu'il n'y aura pas de souveraineté alimentaire de la France sans l'Europe. Et je crois que dans la mondialisation qui se dessine, la nécessité de plus d'Europe est tout à fait évidente, notamment d'un point de vue agricole alimentaire, parce que depuis plus d'un demi-siècle, l'Europe est la plus belle réponse de sécurité alimentaire à l'échelle du globe. Je rappelle que notre situation aujourd'hui est exceptionnelle par rapport au reste du monde. Il faut quand même en avoir conscience. Je rappelais ce week-end dans une tribune dans un magazine français qu'on passerait probablement la barre du milliard de personnes qui ont faim à la fin de l'année 2021 en raison du Covid. Donc il faut avoir conscience quand même quand on est européen, français, de la chance extraordinaire. Nous avons une sécurité alimentaire remarquable qui a été construite depuis plus d'un demi-siècle. Et nous n'avons manqué de rien depuis plusieurs mois. Il y a peut-être eu quelques tensions sur des chaînes, Baptiste Bagné l'a dit, mais c'était des tensions tout à fait marginales, gérées, et en quelques jours, les problèmes ont été résolus. Je crois que c'est important de mettre tout ça en perspective parce qu'aujourd'hui, certains pays dans le monde ont des problèmes alimentaires de quantité. Ils sont plus impactés que les Européens par le changement climatique. Ils ont des problèmes de paix, de gouvernance, de sécurité humaine. Et le monde agricole, Jérémy Decercle l'a bien dit en introduction, le monde agricole a besoin de prévisibilité, mais c'est un monde agricole qui a besoin de paix et d'un système qui permet à des producteurs de s'inscrire dans la durée, de développer leur activité et à l'ensemble des acteurs économiques dans ce domaine de pouvoir travailler sur un temps long. Et aujourd'hui, on voit que dans le monde, vous avez même des grandes puissances agricoles, je pense à la Russie, où parce que le fonctionnement de la société et le système politique et logistique en Russie n'est pas comparable à ce qui se passe en Europe, vous avez une hyperinflation alimentaire. Les prix des produits de base en Russie ont doublé, voire triplé depuis 12 mois. Nous sommes à l'abri
depuis un an, malgré la crise du Covid en Europe et en France, nous sommes à l'abri d'une inflation alimentaire. Donc nous avons un système qui est extrêmement performant, qu'il faut plutôt cultiver dans la durée, plutôt qu'essayer de tout casser, tout réformer. En même temps, Pascal Lamy l'a dit, on a des producteurs européens à qui on demande de nourrir la population, même en temps extraordinaire. Donc heureusement qu'ils le font en temps ordinaire d'ailleurs. Et on leur demande en même temps de réparer la planète, puisqu'ils sont aux premières loges des transitions et du développement durable. Donc c'est une équation extrêmement complexe qu'on leur assigne. Il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir respecter ces métiers. Il faut surtout peut-être donner envie à la société contemporaine de faire de ces métiers des beaux métiers dont on peut vivre dignement, avec des revenus, avec des perspectives de développement, une reconnaissance sociale. Et c'est à la fois les métiers agricoles, c'est aussi tous les métiers agro-industriels. Il y a un gros défi de renouvellement des générations en agriculture en Europe. Il y a aussi un grand défi d'attractivité des métiers dans l'industrie. Et au moment où on parle de réindustrialisation, je crois que tout ça est important. Mais je voudrais finir sur un point sur la souveraineté alimentaire solidaire. Pas oublier nos enjeux à l'international. L'Europe, la France contribuent aux équilibres alimentaires mondiaux. On exporte des produits. Baptiste l'a dit. C'est aussi parce que l'excellence des productions européennes est reconnue. Nous avons des excédents qui permettent de mobiliser des surplus. Ça ne se fait pas au détriment des consommateurs européens et français. Et en même temps, nous avons des importations du reste du monde parce que certains produits ne viendront jamais d'Europe et que les consommateurs se sont habitués à en avoir tout au long de l'année. Donc cette solidarité à l'échelle internationale, c'est beaucoup de bon sens. C'est parfois du circuit long qui complète du circuit court. Je rappelle quand même, pour figer un peu ce débat sur circuit long, circuit court, qu'à l'échelle du monde, 90% de la nourriture qu'on produit reste à domicile dans le pays où elle est cultivée et où elle est transformée. Donc il faut un peu évacuer l'idée d'une hyper-mondialisation de nos assiettes. Nous avons parfois des circuits longs à table, mais sur le même repas, nous pouvons avoir des circuits courts. Et donc c'est toujours ce pluriel et ces combinaisons qu'il faut pouvoir regarder. La France n'y échappe pas, même si j'évoquerai peut-être tout à l'heure un grand levier de renforcement de sécurité alimentaire ou de souveraineté en France à propos des produits de la mer dont il ne faudrait pas taire l'importance dans les assiettes des consommateurs. Une petite question avant de passer la parole à Philippe, mais une réponse peut-être plus courte. En gros, ce que vous décrivez, c'est on n'est pas si mauvais, on s'en est plutôt bien sorti à la fois à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe. En même temps, on sent le débat monter en France sur cette question de souveraineté et de relocalisation de manière générale. Et l'agriculture, l'agroalimentaire n'a pas été épargné par ce débat. Est-ce que c'est pas quand même le signe que sur la durée, on le sait, notre balance commerciale s'est dégradée, qu'on parle tout le temps de problèmes de compétitivité par rapport à l'Allemagne ou par rapport à d'autres pays? C'est-à-dire, on va bien, mais est-ce qu'on ne va pas quand même un tout petit peu moins bien qu'il y a quelques années? Si, exactement. Je pense que votre question, vous avez déjà une réponse dans la manière dont vous la formulez. Je crois précisément que la question qui se pose depuis quelques mois, c'est est-ce que l'Europe et la France ont continué ces dernières années à avoir le même logiciel stratégique pour leur sécurité alimentaire et leur place dans la mondialisation comme nous l'avons eu au début de la construction européenne ou même à la fin du XXe siècle. Et la question est posée d'autant plus que dans le monde entier, nous avons une accélération des stratégies de la part d'États, de la part d'entreprises, de la part de fonds d'investissement autour de ces questions agricoles et alimentaires parce qu'elles sont absolument fondamentales, encore une fois, pour la paix dans le monde, des alliances dans le monde, des coopérations, de l'innovation, des transitions écologiques. Et donc, on a peut-être aujourd'hui eu le sentiment, avec cette crise du Covid, d'avoir une accélération potentielle de freinage qu'on avait mis en place en Europe et en France, et d'autant plus qu'on a peut-être perdu du temps ces dernières années à faire des débats parfois antagoniques au niveau européen et français entre des producteurs, la société, l'écologie versus l'économie. Je crois qu'il faut avoir une approche globale, Jérémy De Cercle l'a dit, mais une approche géopolitique. Et je pense que la Commission européenne, quand elle dit qu'elle maintient l'objectif du pacte vert européen, mais en même temps qu'elle veut redevenir une commission géopolitique, les questions de sécurité alimentaire l'incarnent parfaitement. Encore une fois, nous devons produire, nous devons peut-être produire différemment demain, mais nous devons maintenir une production. Et donc, dans la question que vous posez, je crois qu'en filigrane, c'est est-ce qu'on prend le risque de ne pas maintenir au niveau agricole et alimentaire toute la vigilance politique, stratégique qui a été celle de l'Europe et de la France pendant un demi-siècle? Est-ce qu'on devrait changer cette vigilance, sachant que ces dernières années, peut-être certains ont été tentés de dire que ce n'était plus un secteur d'avenir? Et est-ce que cette vigilance, tout en la cultivant, cette performance tout en la maintenant, nous y mettons les mêmes moyens que certains acteurs qui, sur la scène internationale, ont plutôt mis le turbo sur ces questions?
Merci beaucoup pour l'avoir lancé le débat assis, Sébastien. Vous avez aussi, en tant qu'auditeur, la possibilité de poser des questions sur le site. Vous savez où cliquer pour poser des questions. Je vais passer maintenant la parole à Philippe et ensuite on reviendra vers Baptiste avec en gros que faire, et on fera un deuxième tour de piste qui sera malheureusement plus court un peu avec les uns et les autres à distance et sur ce plateau sur si on veut améliorer cette souveraineté agroalimentaire en France et en Europe, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète. Peut-être sur ce débat, Philippe, sur se poser la question, les experts ont déjà dit des choses, vous êtes au contact quotidien de ce monde agricole. Est-ce que vous trouvez que le débat est aujourd'hui légitime et bien posé en France? Est-ce que vous êtes plutôt inspiré par ces débats? Le débat est en effet parfaitement légitime pour plusieurs raisons, et tout a été quasiment dit jusqu'à présent. C'est difficile de passer en troisième. C'est difficile, surtout derrière de tels experts. Non, moi je le situerais plutôt au niveau économique, puisque si la question de la qualité de l'alimentation, avec les aspects sanitaires que ça recouvre, n'appelle pas de questions particulières, il n'empêche pas moins qu'il ne faut pas perdre de vue que l'agriculture et l'agroalimentaire sont des activités extrêmement structurantes et qui caractérisent nos territoires. Il ne faut jamais oublier, avoir en tête, c'est que nous sommes la première agriculture européenne, le premier cheptel bovin européen, et nous avons des acteurs nationaux qui sont des acteurs extrêmement performants, mais j'y reviendrai. Et donc, la question qui va se poser, c'est que n'oublions pas que 70% des produits alimentaires sont produits sur le lieu où ils sont transformés sur le lieu où ils sont produits. Autrement dit, c'est une industrie de territoire. Et ça, c'est absolument fondamental. Quand on va en Grande-Bretagne, quand on se promène en Grande-Bretagne, on voit des ronces partout. On a tous les uns et les autres, quand on se promène en voiture dans notre pays, l'été, c'est un émerveillement. Et donc, la question qui va se poser, c'est la structure des filières. Si demain, on abandonne telle ou telle production, fondamentalement, vous allez avoir des points de ce territoire qui sont des points abandonnés. C'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de menace. C'est parfois le cas. Comme mon accent l'indique, j'ai grandi dans le Midi, je connais très bien l'Aude. Quand vous partez de Narbonne à Carcassonne aujourd'hui, auparavant, il y avait des vignes partout. Maintenant, vous avez des friches. Il reste quelques friches, mais vous avez des friches. Et donc, je pense que la question de la sécurité alimentaire, sur laquelle je ne reviendrai pas, puisque je partage tout ce qui a été dit, mais il faut aussi la voir sur un angle économique, sur un angle aménagement du territoire, et essayer de tenir compte de ce qu'a indiqué Baptiste et de ce qu'ont indiqué Baptiste et Sébastien, à savoir la perte de performance de notre industrie. Aujourd'hui, quand vous avez 70% de la volaille qui est destinée à l'industrie qui est aujourd'hui importée, il faut tout de même qu'on se pose des questions. Oui, on mange plus de poulet, mais on en importe de plus en plus. Voilà. Et donc, ceci pourquoi ? Ceci parce que finalement, notre capacité à produire certaines productions s'est étiolée dans le temps pour des raisons qu'on connaît tous, qui sont fiscales, qui sont réglementaires, qui sont liées à des autorisations administratives. Et donc, ce qui fait que notre économie de l'agroalimentaire est une économie qui s'est appauvrie. Celle de l'agriculture est de plus en plus soumise, malheureusement, aux aléas conjoncturels, aux aléas climatiques et à des contraintes qui sont de plus en plus fortes. Ce qui fait que nous avons une économie de l'alimentation qui est une économie qui est en train de s'appauvrir. Sébastien et Pascal ont commencé à l'évoquer. On a, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, on va sans doute imposer plus de normes. Sébastien me disait, est-ce qu'il y aura un consentement à payer de la part des consommateurs si demain ce qu'on doit consommer coûte un petit peu plus cher? Est-ce que vous, si vous vous placez du point de vue du monde agricole ou des filières agroalimentaires, est-ce que vous avez le sentiment que c'est des filières qui sont prêtes à encaisser ce choc des normes sans traduire ça par une inflation que le consommateur sera, il faut être honnête, même pour le bio, pas totalement prêt à payer dans des proportions trop importantes? Clairement non. Clairement non. Je pense qu'inévitablement, si on veut... En fait, c'est assez simple. Le prix est capé par la demande. Autrement dit, vous savez qu'il y a une compétition qui est assez féroce entre les anciennes de distribution. Et ensuite, dans la chaîne de valeur, il y a à peu près
il y a à peu près toujours la même valeur ajoutée qui monte ou qui descend. Quand les prix des matières premières sont hauts, c'est les industriels qui gagnent moins parce qu'ils encaissent. Quand les prix des matières sont bas, c'est les industriels qui gagnent un peu plus et les agriculteurs qui ont moins de revenus. Il n'y a pas vraiment de marge d'ajustement, quoi. Il n'y en a pas. Et c'est tout le problème de notre pays. C'est-à-dire que la répercussion de l'évolution des prix fait que, comme elle n'existe pas, en fait, c'est les éléments de la chaîne de valeur qui, d'une année ou l'autre, en fonction de la conjoncture, s'appauvrissent. Et c'est tout le problème. Donc si on veut à la fois avoir une agriculture performante, avoir des industriels compétitifs et avoir des distributeurs qui gagnent correctement leur vie, parce que contrairement à ce qu'on dit, ils ne gagnent pas tant que ça, eh bien il faudra, à quelque part, que les prix augmentent un petit peu. Ça me paraît inévitable. Alors, tour de table, essayons de le faire relativement rapidement. J'ai aussi des questions qui sont tombées. Je pense que je n'aurai pas le temps de toutes les poser, mais je voudrais aussi repasser la parole à Baptiste et à nos deux invités à distance, Pascal et Sébastien, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, il n'y a pas, tout à l'heure, Olivier parlait de baguette magique, personne n'a de baguette magique, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de répondre un peu de manière positive à améliorer notre souveraineté agroalimentaire en France ou à l'échelle européenne? Est-ce qu'il y a une ou deux pistes qui, selon vous, mériteraient d'être creusées? Je passe d'abord la parole à Baptiste et puis ensuite Pascal à distance. Alors, j'ai effectivement pas de baguette magique. Après, vous avez dit un mot filière qui est effectivement important. Et moi, ce que je retiens, c'est que toutes ces logiques-là, c'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. En fait, la production, on ne peut pas faire quelque chose sans que la transformation, la distribution suivent derrière. Donc, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Et deux facteurs clés de succès pour moi là-dessus, c'est une approche long terme, en fait. Ça demande des investissements, ça demande de la visibilité dans le temps sur ses débouchés ou son sourcing selon qui on est. Donc ça demande de l'engagement, de co-construire les choses à plusieurs et ça demande du temps. Notamment quand on parle d'agriculture, en fait, c'est pas des choses qu'on peut, vous l'avez dit, on peut pas tous les 6 mois changer son assolement, changer les choses, etc. Changer ses méthodes de production, ça demande du temps. Donc il faut s'inscrire dans le temps, prendre des engagements, créer de la confiance entre les différents maillons de la chaîne pour pouvoir le faire. Merci. Pascal, votre baguette magique sur un début de solution pour essayer de renforcer, sans se refermer et basculer dans une forme de protectionnisme, mais améliorer notre situation sans le faire au détriment des autres. Alors, on n'a pas le retour, j'ai l'impression. Peut-être votre micro est coupé, Pascal. Regardez si votre micro n'est pas coupé. Oui, j'ai coupé mon micro. Voilà, on vous entend. Alors, voilà. Non, d'abord, merci à mes copanélistes et même un peu à vous d'avoir glissé sémantiquement du point de départ qui était la souveraineté alimentaire vers la sécurité alimentaire. Je crois que c'est une leçon à tirer pour la suite. Ensuite, sur le fond, je crois que, et ce débat le montre très bien, le problème de l'avenir, c'est comment rester compétitif et faire vivre nos territoires dans la transition écologique. C'est ça la question. C'est celle-là qu'il faut résoudre. On n'est plus, si je puis dire, et je l'ai dit dans d'autres enceintes, on n'est plus dans le protectionnisme. Il ne s'agit pas tellement de protéger les producteurs, il s'agit de travailler avec des niveaux de précaution qui sont nécessaires sur le plan sanitaire, qui sont nécessaires sur le plan environnemental. Et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que ça implique de réviser le modèle européen par, en quelque sorte, co-création entre les pouvoirs publics, les transformateurs, les producteurs, les consommateurs, qui devront probablement accepter de payer un peu plus cher, y compris si on met des mesures d'ajustement environnemental agricole à la frontière, ce qu'il va probablement falloir faire dès lors que les agriculteurs rentreraient de plein pied dans la transition écologique. Et je crois que c'est effectivement de la diversité, de la co-création, des filières, du bio, plus ou moins, en fonction de ce que le consommateur est prêt à payer. Et je crois qu'il faut se lancer dans quelque chose qui gardera les vertus d'un modèle agricole européen, qui est d'ailleurs dicté par notre civilisation, par notre climat, par notre géographie, par nos habitudes alimentaires. Il y a donc une identité agroalimentaire européenne qui, comme il a été dit pour l'instant, se porte pas si mal. Et sur le plan international, je crois qu'il faut rester dans l'idée qu'il nous faut produire de la valeur ajoutée. D'ailleurs, quand on regarde le modèle agricole européen par rapport au modèle américain ou au modèle chinois, qui sont les deux grands qu'on doit avoir en tête pour l'avenir, au fond, on est meilleur. Pourquoi ? Parce qu'on exporte plus de valeur ajoutée que les autres. Et si on exporte plus de valeur ajoutée, c'est d'un certain point de vue qu'on a davantage d'aptitude
au travail de ce qui sort de la terre. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Merci Pascal. Sébastien, vous l'avez peut-être déjà évoqué rapidement tout à l'heure et on sent bien à la fois dans ce que dit Baptiste sur la nécessité du long terme et dans ce que vient de dire Pascal sur la nécessité de travailler autrement à l'échelle européenne. Est-ce que finalement ce dont on a besoin c'est d'un nouveau souffle européen, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle PAC? Est-ce que c'est par là que ça passe en fait, plus de souveraineté et de sécurité à la fois? Oui, je pense qu'il faut peut-être juste étirer un peu plus les regards, hein, c'est-à-dire remettre de la géopolitique au sens noble du terme quand on parle de sécurité alimentaire ou de souveraineté alimentaire solidaire. Plus de géopolitique dans un contexte où il va falloir encore une fois réduire l'empreinte environnementale de ces secteurs d'activité. Et ça, de toute façon, cette équation n'est pas négociable. Le chemin est tout indiqué. Et donc, je pense que quand cette nouvelle commission, il y a un peu plus d'un an, s'est installée avec ces deux mots-clés de pacte vert et de géopolitique, elle était dans la bonne équation et dans le bon chemin à suivre pour que l'Europe ait sa place dans une mondialisation qui se transforme. Il faut avoir conscience qu'on est quand même en train d'être déclassé dans plein de secteurs d'activité, mais que dans le domaine agricole alimentaire, l'Europe a sa taille sur un planisphère qui grandit significativement et qui nous redonne une certaine centralité stratégique. Pascal Lamy l'a dit, et c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour la France. Moi, si j'avais un propos à tenir sur les étapes d'après, on parle beaucoup des productions de la terre quand on parle d'alimentation, et c'est juste. Je pense qu'il ne faut jamais oublier la question des produits de la mer, d'autant plus qu'à l'échelle européenne, mais encore plus à l'échelle française, où nous avons 85% de nos protéines aquatiques consommées qui viennent de l'importation. Donc on importe peut-être beaucoup de fruits et légumes, mais on importe surtout beaucoup de produits de la mer. Or, je rappelle que la France est la deuxième puissance maritime mondiale, qu'on a l'ambition de redévelopper une économie bleue et qu'il y a 50 ans, l'aquaculture était sur le plan technique et scientifique une des meilleures inventions des instituts français. Nous n'avons pas misé du tout sur l'économie bleue alimentaire. La pêche aujourd'hui est fragilisée par l'accord de Brexit, je ne rentre pas dans les détails, et l'aquaculture est un secteur complètement sous-investi en France alors que nous avons un potentiel, et nous avons aussi des territoires ultramarins qui peuvent nous aider à renforcer ces productions de la mer. Sauf erreur de ma part, les consommateurs européens et français ne mangent pas que des produits de la terre, d'autant plus que les produits de la mer bénéficient aujourd'hui d'une image santé favorable. Je trouve qu'il y a un angle mort là parce qu'on parle beaucoup d'économie verte et de la terre pour la sécurité alimentaire. Essayons de conjuguer les couleurs. Le bleu et le vert, ça peut donner une belle tonalité stratégique pour demain. Très bon point. Philippe, pour conclure, j'ai envie de vous dire, alors à l'issue de ce premier débat plutôt optimiste, plutôt pessimiste sur ces solutions, en conclusion, vous vous dites qu'on est sur le bon chemin quand même, on a identifié les enjeux, on connaît les problèmes, on voit les solutions possibles, ou est-ce que vous vous dites quand même qu'on avance avec des boulets aux pieds et que ça va être compliqué, hein? Non, je pense qu'on est parfaitement sur le bon chemin, et j'en veux pour preuve que certaines filières ont déjà des offres très abouties. Je pense notamment à la filière E, qui a une structure qui correspond parfaitement aux attentes des consommateurs et à la demande correspondant à des nouvelles attentes sociétales. Et puis, moi, je dirais que je suis assez optimiste parce qu'en fait, on a maintenant l'habitude de travailler ensemble. Il y a eu d'abord les contrats de filière. Il y a eu les états généraux de l'alimentation. Il y a le think tank des échos, où tout le monde participe. Et donc, j'allais dire que maintenant, les distributeurs, les producteurs et les agriculteurs ont l'habitude d'échanger. Je sais que Christiane Lambert échange assez fréquemment avec la Fédération de la grande distribution. Bref, je pense que tout le monde aujourd'hui pourrait se mettre autour de la table, non pas pour créer une espèce de plan, mais pour réfléchir à ce que pourrait être demain la structure de l'offre. Et notamment, et David, je sais que je t'en parle souvent, à la question des labels. Parce que le trou dans la raquette que nous avons aujourd'hui, le conventionnel est en train d'évoluer vers un conventionnel plus. Le bio, c'est le bio. Il y a un segment intermédiaire qui est en train de se privatiser. Et il ne faut surtout pas laisser privatiser les labels. Il faut que le consommateur puisse avoir confiance dans son offre et confiance dans ses labels. Il ne faut pas que chaque fois que quelqu'un met en marché soit une application, soit un produit, il crée son propre label. C'est absolument fondamental. Il faut que le consommateur puisse se retrouver dans l'offre de consommation.
Excellente transition vers mon collègue Olivier Dauvert qui va prendre en charge l'animation des tables rondes suivantes où en fait on va creuser ce sillon que vous venez de nous présenter qui est celui des relations entre distributeurs, monde de l'agriculture et monde des transformateurs. C'est tout ça dont nous allons continuer à parler. Merci à tous les deux à distance, merci à tous les deux sur le plateau. Bonne journée à tous et à toutes, mais restez pour le débat qui continue. À tout de suite.